est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi à l'unanimité le projet de loi numéro 25/2026 relatif à la protection des infrastructures d'information critique et à la sécurité numérique. Les députés vont désormais auditionner les principaux acteurs de la cybersécurité suite aux récentes cyberattaques enregistrées au Sénégal. Une disposition qui, selon Ousmane Sonko, permettra d'évaluer la vulnérabilité du pays et de mesurer l'impact des attaques sur les structures publiques. L'interpellation de 234 personnes à Dakar lors d'une opération visant la mendicité et l'encombrement de la voie publique, la RADDHO et l'Action pour les droits de l'homme et de l'amitié ATRA rejette toute idée de xénophobie dans cette démarche de l'État. Et nous allons parler de médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation qui menacent d'aller en grève. Ils dénoncent quelques principales difficultés, à savoir l'absence du statut légal, les retards dans le paiement des primes de stages ruraux, leur prise en charge dans le prochain recrutement de la fonction publique et les limites de leur couverture médicale. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. L'Assemblée nationale a adopté hier à l'unanimité avec 127 voix pour le projet de loi numéro 25/2026 relatif à la protection des infrastructures d'information critique et à la sécurité numérique. Le texte vise à renforcer la résilience des réseaux et systèmes d'information essentiels et à mieux protéger le Sénégal face à la multiplication des cybermenaces. C'est un récit de Sira Béatrice Ndion. L'Assemblée nationale a adopté ce jeudi à l'unanimité avec 227 voix pour le projet de loi numéro 25/2026 relatif à la protection des infrastructures d'information critique et à la sécurité numérique. Un texte qui marque une nouvelle étape dans le renforcement du dispositif juridique du Sénégal en matière de cybersécurité. Il intervient dans un contexte marqué par la multiplication des cyberattaques et la dépendance croissante de l'État, des entreprises et des citoyens aux infrastructures numériques. L'objectif est de mieux protéger les réseaux et systèmes d'information essentiels au fonctionnement du pays, mais aussi de renforcer la capacité de l'État à anticiper, prévenir et répondre aux menaces numériques. La loi fixe ainsi des normes et standards de sécurité applicables aux acteurs publics comme privés. Les exploitants d'infrastructures d'information critiques seront désormais soumis à des obligations spécifiques sous le suivi des autorités compétentes et de l'autorité nationale de cybersécurité. Le texte encadre également la fourniture des services de produits de cybersécurité et prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de manquement. Son champ d'application est large. Il concerne les réseaux et les systèmes d'information qui soutiennent des activités exercées au Sénégal, mais peut également s'entendre à certains services numériques fournis depuis l'étranger. Avec cette adoption, le Sénégal entend donc renforcer la résilience de ses infrastructures numériques et mieux protéger ses intérêts stratégiques face à l'évolution des cybermenaces. Et face à la multiplication des cyberattaques, Ousmane Sonko appelle à renforcer la protection numérique du Sénégal. Après l'adoption de la loi sur les infrastructures d'information critique, il a annoncé des auditions parlementaires pour faire la lumière sur les récentes cyberattaques à la DAF, au Trésor ou encore à la DGID. Le président de l'Assemblée nationale veut, à travers ces auditions, évaluer le niveau de vulnérabilité du Sénégal. Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, que je vous propose de suivre. Tous les autres services qui ont eu à participer activement à la préparation du texte que nous venons d'adopter. Certes, il n'est pas parfait, c'est une œuvre humaine, mais il faut construire une base de travail pour le gouvernement, non pas seulement pour le secteur public, mais comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le ministre, pour le secteur privé également, qui est extrêmement exposé. L'Assemblée nationale, quant à elle, continuera à faire son travail. J'ai reçu une initiative tendant à lancer des auditions de tous les services concernés pour mieux s'éclairer et éclairer les Sénégalais sur le niveau de risque, mais surtout les attaques qui ont eu lieu. Dans cette perspective, certainement, les services comme la DSI, la défense de SENOM, le ministère
le représentant du Conseil national du numérique, les experts et prestataires et les services qui ont été atteints, notamment la DAF, la DTI, la DGID, pourraient être auditionnés, entendus par l'Assemblée nationale pour mieux comprendre et mieux éclairer les citoyens et surtout mieux se s'outiller pour mieux légiférer ultérieurement. Je voudrais donc féliciter tout le monde. Nous restons à l'Assemblée nationale où le premier vice-président de l'Assemblée, El Hadji Malick Ndiaye, a plaidé lors de la plénière d'hier matin pour une généralisation de la culture de la cybersécurité au sein même de l'administration sénégalaise. Il a appelé à renforcer la formation des agents, la sécurisation des données et l'utilisation exclusive de canaux institutionnels pour les informations sensibles. El Hadji Malick Ndiaye, premier vice-président de l'Assemblée nationale, que je vous propose de suivre. Je pense même qu'un module obligatoire de sensibilisation à la cybersécurité et à la protection des données devrait accompagner la prise de fonction de tout agent public avec des sessions régulières de mise à niveau. Deuxième préoccupation, la confidentialité des informations de l'État. Nous devons nous interroger sur nos pratiques quotidiennes. Des documents administratifs parfois sensibles circulent encore à travers des adresses électroniques personnelles, des messageries instantanées ou des plateformes qui ne sont pas nécessairement maîtrisées par l'État. Cette pratique doit progressivement être bannie. Tout agent de l'État devrait disposer d'une adresse électronique professionnelle sécurisée et les documents sensibles de l'administration devraient exclusivement circuler à travers des canaux institutionnels sécurisés et contrôlés. Il faut également renforcer la sécurité des téléphones portables et des ordinateurs professionnels. Un téléphone perdu, volé ou compromis peut potentiellement donner accès à des courriers professionnels, des documents administratifs, des contacts ou des informations confidentielles. Il faut donc définir des normes minimales obligatoires, authentification renforcée, chiffrement, mise à jour régulière, sauvegarde sécurisée et possibilité d'effacement à distance des données professionnelles. Mais cette culture de la sécurité numérique doit commencer bien avant l'entrée dans l'administration. Elle doit commencer dès le plus jeune âge. Nos enfants utilisent aujourd'hui très tôt les téléphones, les tablettes, les réseaux sociaux, plateformes numériques et désormais les outils d'intelligence artificielle. Ils sont donc exposés très jeunes aux risques du numérique, cyberharcèlement, escroquerie, usurpation d'identité, contenu inapproprié, manipulation, désinformation, atteinte à la vie privée ou exploitation de leurs données personnelles. Nous devons donc réfléchir à l'introduction dès l'école d'une véritable initiation au numérique et à la cybersécurité adaptée à chaque tranche d'âge. Et nous parlons politique dans cette édition avec Kiraay et le parti PASTEF d'Ousmane Sonko. La bataille entre PASTEF et Kiraay de Bassirou Diomaye Faye prend une nouvelle tournure, partie d'un bras de fer institutionnel autour des fonds spéciaux. La confrontation s'est muée en duel politique rythmé par des sorties médiatiques et des contre-attaques. À Bambey, l'installation de Kiraay a même été marquée par des affrontements, une escalade qui ravive les appels au dialogue et à l'apaisement. C'est un récit de Djibril Niane. La bataille politique entre PASTEF et Kiraay prend une tournure de plus en plus préoccupante. Tout est parti du bras de fer institutionnel autour de l'encadrement des fonds spéciaux et autres crédits à caractère confidentiel. Opposant désormais le gouvernement à l'Assemblée nationale, depuis la confrontation s'est déplacée sur le terrain politique aux sorties d'Ousmane Sonko, répondant celle d'Aminata Touré, superviseur de Kiraay. Et lorsque Mimi Touré prend la parole, PASTEF ne tarde pas à répliquer. Une bataille par presse interposée, faite d'accusations, de débats et de contre-attaque. Mais une épisode récente vient donner une autre dimension à cette rivalité. À Bambey, l'installation de Kiraay a été émaillée d'affrontements. Les responsables locaux du parti accusent des militants de PASTEF d'avoir voulu saboter leur implantation politique. Des accusations que le parti concerné devra, le cas échéant, clarifier. Jusqu'où ira cette escalade? La question mérite d'être posée, car derrière la joute politique se profile désormais un risque de tension sur le terrain. Dans une démocratie, la confrontation
confrontation des idées est légitime. Mais lorsque la rivalité politique menace la cohésion sociale, le dialogue devient une nécessité. Avant que la bataille Pastef-Kiraï ne franchisse un nouveau cap, l'heure est peut-être venue de privilégier l'apaisement, le dialogue politique et la responsabilité, car la stabilité sociale et institutionnelle reste l'affaire de tous. Djibril Niane, l'actualité, c'est également sur l'économie avec le Fonds monétaire international qui est à Dakar depuis quelques jours. Cette mission du Fonds montre que les discussions n'ont pas été rompues entre l'État et l'institution financière. C'est l'avis de Serigne Fallou Mbacké. L'économiste ajoute que le Sénégal doit désormais saisir l'occasion pour restaurer sa crédibilité financière au-delà de la simple recherche de financement. Serigne Fallou Mbacké, que je vous propose de suivre. Je crois qu'il faut regarder cette nouvelle mission du Fonds monétaire international avec lucidité, mais surtout avec confiance. Le retour des discussions à Dakar est en soi un signal positif. Donc cela signifie que le dialogue n'est pas rompu et que les autorités étatiques ont eu vraiment des discussions extrêmement poussées pour aller vers des solutions durables. Ce que nous pouvons espérer en tout cas, c'est que cette mission soit le début d'un nouveau chapitre avec le FMI, un chapitre fondé sur la transparence, la confiance et la responsabilité, mais aussi et surtout sur une vision commune de développement. Je pense que le Sénégal ne doit pas aller vers le Fonds monétaire international simplement pour chercher de l'argent. Il doit y aller pour vraiment restaurer sa crédibilité financière, sécuriser ses partenaires, rassurer aussi ses bailleurs, mais aussi et surtout créer les conditions d'une relance économique rapide et durable. Je veux vraiment croire que cette mission peut être celle de la décantation, celle du dialogue retrouvé et pourquoi pas celle du nouveau départ économique du Sénégal. L'espoir est permis à condition que nous transformions cette fenêtre d'opportunité en un véritable pacte de confiance avec nos partenaires et surtout avec le peuple sénégalais. Et la police a annoncé l'interpellation de 234 personnes à Dakar lors d'une opération de désencombrement de la voie publique. Parmi les personnes arrêtées figurent 105 enfants, dont 22 nourrissons, ainsi que 58 hommes et 66 femmes et 5 personnes à mobilité réduite. La RADDHO, Rencontre africaine des droits humains, la Ligue sénégalaise des droits humains et Amnesty International Sénégal ont appelé les autorités à agir face à une minorité, à une montée, du discours xénophobe visant certaines communautés présentes dans le pays. C'est un récit de Bénédicte Sagna. La police nationale intensifie ses opérations contre la mendicité et l'encombrement de la voie publique à Dakar. Dans la nuit du 18 au 19 août 2026, le commissariat d'arrondissement de la Médina, sous la conduite du commissaire central de Dakar, a mené une opération de grande envergure dans plusieurs secteurs de la capitale. L'opération a notamment concerné Colobane, la place de l'Obélisque, les abords de l'hôpital Abass Ndao, le marché Tilène, le Centenaire, Canal 4, la Gueule Tapée, la rue 31, Angle 6, ainsi que Soumbédioune. Selon la police nationale, ces différents secteurs sont occupés par des personnes qui se livrent à la mendicité et passent régulièrement la nuit sur la voie publique ou dans des abris de fortune installés sur place. Au terme de l'opération, 234 personnes ont été interpellées. Parmi elles figurent 58 hommes adultes et 66 femmes adultes. Les forces de l'ordre ont également interpellé 105 enfants, dont 22 nourrissons, ainsi que 5 personnes à mobilité réduite. La forte présence d'enfants parmi les personnes interpellées constitue l'un des principaux éléments de cette opération. Leur prise en charge soulève notamment la question de leur protection et des conditions dans lesquelles ils sont présents dans ces espaces publics. La présence de plus d'une centaine d'enfants parmi les personnes interpellées rappelle toutefois que derrière la question de l'occupation de l'espace public se pose également celle de la protection des mineurs et de leur prise en charge. Rappelons-nous
Rappelons-nous que Maître Bamba Cissé avait mené cette vaste opération de déguerpissement pour sécuriser tous les espaces, tout en rappelant que la lutte contre les infractions comme la mendicité organisée et la fraude documentaire contribue à la protection de l'identité et du patrimoine national. Dans un communiqué, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains et Amnesty International Sénégal expriment leur vive préoccupation face à la recrudescence des discours xénophobes ciblant certaines communautés étrangères établies au Sénégal. Ces organisations dénoncent des attaques verbales et des stigmatisations relayées tant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux et rappellent à l'État son obligation de garantir la protection de toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique ou nationale. La question qui taraude les esprits, l'État va-t-il aller jusqu'au bout de sa logique? Et Bénédicte Sagna, l'Action pour les droits de l'homme et l'amitié rejette toute idée de xénophobe. Dans cette démarche de l'État, l'AHDA encourage l'État à renforcer la coopération avec les pays d'origine et à envisager, lorsque les conditions juridiques et humanitaires sont réunies, des retours volontaires ou des rapatriements organisés. D'après l'organisation, la grande opération d'envergure menée contre la mendicité et l'encombrement de la voie publique est à saluer. Adam Mbeng est le président de l'AHDA. Il s'est entretenu avec Al-Amin Senghor. C'est une bonne chose. C'est quelque chose que nous saluons. Mais tout d'abord, vous allez nous permettre de rappeler une chose. Parce qu'on entend certains qui se disent des défenseurs des droits humains, mais qui oublient en réalité ce que les textes disent. Au Sénégal, il faut rappeler que la mendicité est principalement encadrée par deux textes qu'il faut distinguer juridiquement. À savoir d'abord notre code pénal, à son article 245, qui dit clairement la mendicité est interdite. L'acte est puni. Une exception existe pour la sollicitation d'aumône dans les jours, lieux et les conditions consacrées par les traditions religieuses. Et l'autre texte, c'est la loi 2005-06 du 10 mai 2025 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et la protection des victimes. Et c'est important pour ce second-là. Lorsqu'il s'agit d'exploitation de la mendicité d'autrui. Et en son article 3, qui sanctionne celui qui organise la mendicité d'autrui pour en tirer profit, recruter, entraîner ou détourner une personne pour la livrer à la mendicité ou exercer une pression. Nous avons dit que clairement que cette intervention n'est qu'une étape en réalité, parce qu'il y a d'autres étapes qui vont suivre et qui doivent suivre en réalité, jusqu'à savoir si c'est des Sénégalais ou bien d'autres nationalités. Si c'est d'autres nationalités, renforcer la coopération avec les pays d'origine et organiser leur retour dans leur pays comme ça a été fait en 2022. Pour terminer, il faut retenir 3 mots: protéger, poursuivre et démanteler. Surtout démanteler les réseaux qui sont derrière. Et les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes en spécialisation haussent le ton. Ils dénoncent les principales difficultés qu'ils rencontrent, notamment l'absence du statut légal, les retards dans le paiement des primes des stages ruraux, les prises en compte dans le prochain recrutement leur prise en compte dans le prochain recrutement de la fonction publique et les limites de leur couverture médicale. Il donne un ultimatum à l'État du Sénégal jusqu'au 7 septembre pour apporter des réponses, faute de quoi il menace de durcir le ton. Dr Bahraham Djemé est le président du commerce. Je vous propose de le suivre. Le problème des médecins en spécialisation réside essentiellement sur 4 points. D'abord, le problème du statut, qui est un problème récurrent qui dure depuis des années et qui n'est toujours pas résolu. Le médecin en spécialisation n'a pas de statut légal qui encadre sa formation. Nous sommes ni sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, ni sous la tutelle du ministère de la Santé, ce qui crée un vide juridique. C'est pourquoi nous demandons au ministère ou bien au gouvernement de trouver une solution définitive par rapport à cette situation. L'autre point, c'est par rapport au stage ruraux. Le médecin en spécialisation, pour terminer sa formation, il fait un stage de 3 à 6 mois dans les zones reculées, dans les zones ruraux. Cette formation, après, sera sanctionnée par des primes de stage qui seront payées après ces stages. Sauf que cette année, nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que ces paiements puissent intervenir à temps. Le dernier paiement remonte en décembre 2025. Nous sommes presque à 8 mois. L'autre problème actuellement que nous déplorons, c'est par rapport au prochain recrutement
de la fonction publique. Nous avons entendu par voie de presse qu'il y aura prochainement une liste qui sera publiée dans le cadre du recrutement de la fonction publique. Nous n'avons aucune idée par rapport au contenu de cette liste et on n'a pas d'accusation à faire par rapport à cela. Mais ce que nous déplorons, c'est qu'on aurait bien aimé que dans le cadre de la formation de cette liste, les médecins en spécialisation puissent être pris en compte. Nous mettons en garde le ministère pour que si jamais cette liste sort et que les médecins en spécialisation ne sont pas pris en compte comme il le fallait dans un pays où il y a un manque criant de médecins en spécialisation, nous serons dans l'obligation de nous défendre par les moyens que nous aurons à notre disposition. Par rapport à la question de la transversalité de la prise en charge, actuellement nous bénéficions d'une prise en charge, mais c'est une prise en charge qui est limitée seulement dans la structure où nous sommes en stage. On n'est pas dans une posture d'aller forcément en grève, mais si jamais ces problèmes ne sont pas résolus dans les délais requis par rapport à notre préavis de grève, notamment d'ici le 7 septembre, nous serons dans l'obligation d'user les autres voies que nous disposerons pour nous faire entendre. Et retour sur la visite du collectif And Sam Djikoyi au ministère de la Justice. Ils ont rencontré, le collectif plutôt a rencontré Maître Moussa Sarr, une rencontre qui intervient quelques jours après le non-lieu total accordé aux 28 personnes arrêtées dans le cadre d'une affaire d'homosexualité présumée. Le premier vice-président et porte-parole du collectif, Adam Mboup, appelle les autorités judiciaires à davantage de fermeté et de responsabilité dans le traitement de ces dossiers. Adam Mboup est au micro de Khalifa Babacar Fall. Nous sommes ici pour présenter la position des différents khalifes généraux et des associations concernant le dossier des personnes poursuivies pour homosexualité qui connaît un nouveau rebondissement cette semaine. Alors que certains prévenus pourraient prochainement être jugés, nous souhaitons réaffirmer notre opposition à toute éventuelle libération. Nous faisons confiance à nos autorités ainsi qu'à notre justice et nous espérons que celle-ci rendra ses décisions dans le respect des lois de notre pays. Nous appelons toutefois au calme et au respect des procédures judiciaires. Si une décision de justice devait susciter une mobilisation, celle-ci devra se dérouler dans le respect de l'ordre public et des lois de la République. Nous réaffirmons notre confiance à la justice et rappelons que toute décision doit être rendue conformément au droit, au nom du peuple et dans le respect des institutions. Nous sommes à quelques jours du Gamou au terme d'une visite d'évaluation de l'état d'approvisionnement des marchés de la commune de Kaolack. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, assure la disponibilité des produits de grande consommation, notamment l'oignon, la pomme de terre, le riz et l'huile. Le ministre a salué les efforts consentis par les commerçants, grossistes, demi-grossistes et détaillants pour assurer un approvisionnement régulier des marchés et prévenir toute pénurie à l'occasion de cette manifestation religieuse. Je vous propose de suivre les explications du ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop. Notamment l'approvisionnement en denrées de première nécessité. Vous savez tous que la veille du Gamou, il y a une population qui vient s'ajouter à celle de Kaolack. Souvent c'est une fois, deux fois, même trois fois, où des gens viennent du Sénégal tout entier, d'autres viennent même de l'étranger, de la diaspora, d'autres du Nigeria. Donc c'est important que pendant cette période, que le gouvernement vienne donc voir la situation. Donc je viens de la part du président de la République et du Premier ministre pour voir. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que le marché de l'oignon, de la pomme de terre, mais aussi du riz, de l'huile, tout est vraiment au point. Je voulais remercier les commerçants, les détaillants, les grossistes et les demi-grossistes pour l'effort qu'ils ont fait pour s'assurer que rien ne puisse manquer. L'autre aspect qui me paraît très important, c'est les prix. J'ai aussi vérifié tout à l'heure, les prix aussi c'est les mêmes, ça tourne autour de 8 000, 8 500 pour l'oignon, 9 500 pour la pomme de terre. Et c'est ça aussi l'appel que je voulais lancer à tous les commerçants, c'est de ne pas tirer trop sur les prix, parce que c'est une période où toute la population essaie d'accueillir des gens, essaie de satisfaire leurs convives. Donc il faut faire attention à ces questions de prix. Le troisième élément, c'est les dates de péremption. Je disais tout à l'heure aux trois groupes de commerçants que j'ai rencontrés qu'il faut faire attention à la date de péremption. Quand un produit est périmé ou s'il doit périmer, il faut tout de suite le retirer du marché.
Et c'est l'appel que je lance, c'est que mes services de contrôle économique, les services d'hygiène, seront là aussi pour contrôler. Mais en termes à la première partie de cette édition, la seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Au Cameroun, le président Paul Biya est de retour à Yaoundé après 74 jours passés hors du pays. Aucune annonce officielle de la présidence n'avait encore annoncé sa venue. Mais le chef de l'État de 93 ans a, comme pressenti, atterri dans la capitale camerounaise après un vol depuis la Suisse. Un retour au pays à enjeu alors que les spéculations sur son état de santé étaient alimentées par son absence. En Zambie, après 5 jours de rumeurs et de doutes, les autorités ont confirmé avant-hier la mort du parlementaire et ancien ministre Mutotwe Kafwaya, tué dans un échange de tirs lors d'un raid de police visant officiellement à démanteler une milice proche de l'opposant Brian Mundubile. Celui-ci a obtenu 38% des voix à l'élection présidentielle du 13 août, remportée par le président sortant Hakainde Hichilema après 60% des suffrages. Ce décès et l'arrestation de plusieurs figures de l'opposition ces derniers jours renforce les tensions post-électorales. Et au Moyen-Orient, le blocus iranien du détroit d'Ormuz ne serait pas aussi hermétique annoncé. Selon les médias américains Axios, les États-Unis organisent chaque nuit depuis plusieurs semaines une opération militaire secrète permettant à 15 à 20 pétroliers de franchir le détroit. Environ 10 millions de barils de pétrole sortiraient ainsi quotidiennement, soit près de la moitié du volume d'avant-guerre. À présent, c'est la page sportive. Sport, TPQ Olympique, troisième défaite, fin de parcours pour les Lions. Malheureusement, fin de parcours pour l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions terminent le tournoi de pré-qualification olympique de Guadalajara sans victoire. 3 matchs, 3 défaites face aux Philippines. Hier, le Sénégal a encore une fois donc concédé une défaite. Autant de rencontres, ou troisième défaite en autant de rencontres, 79-75 après la grosse désillusion des Lions à l'Afrobasket U18. C'est au tour de leur aider qui est de connaître une campagne très compliquée avec cette troisième défaite en 3 matchs. L'équipe nationale du Sénégal termine à la 4e place du groupe B et quitte donc le tournoi sans la moindre victoire. Une nouvelle campagne d'échecs pour le basket féminin sénégalais engagé au tournoi de pré-qualification pour les JOJ ou pour les JO olympiques de Los Angeles 2028. Le Sénégal quitte donc Guadalajara sans avoir remporté le moindre match. Une situation très compliquée et focus sur le marché des transferts, surtout du niveau sénégalais. Le transfert de l'international sénégalais Cheikh Ahmadou Bamba Dieng vers la Lazio de Rome est tombé dans l'eau. La visite médicale n'a pas permis en quelque sorte d'officialiser le transfert du Sénégalais en raison de problèmes de genou. Aussitôt après, l'attaquant sénégalais s'est envolé donc vers l'Étoile rouge de Belgrade. Voyons tout cela dans ce récit signé Pape Maguedba. L'international sénégalais Cheikh Ahmadou Bamba Dieng s'est rendu en Italie ce jeudi matin pour effectuer la traditionnelle visite médicale avant signature. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme souhaité. En effet, selon les informations, l'attaquant a présenté des problèmes au genou, recalant ainsi son transfert. Coup dur. Le Sénégalais vit à nouveau un nouvel épisode tel qu'en 2022 où son transfert vers Nice avait également été recalé après la visite médicale. Auteur d'une saison aboutie avec Lorient, 15 réalisations
égalisation toutes compétitions confondues qu'au meilleur buteur avec Ousmane Dembélé en Ligue 1 la saison dernière. Il avait suscité l'intérêt de plusieurs clubs. En juillet dernier, le club saoudien Al-Shabab a voulu recruter l'attaquant sénégalais, mais en vain. Puis, il avait été annoncé en Turquie où il devrait s'engager avec Ahmet Eska. Transfert qui n'a pas abouti aujourd'hui alors que son transfert vers la Lazio de Rome tombe dans l'eau. L'étoile rouge est rentrée dans son dossier. Le mercato se poursuit, mais le joueur sénégalais de 26 ans, libre de tout contrat, ne trouve toujours pas de point de chute. L'avenir du champion d'Afrique en 2021 avec le Sénégal étant pointillé. Au courant de la nuit de ce jeudi à ce vendredi, Bamba Dieng a réussi sa visite médicale à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il va signer pour un contrat de 2 ans plus une année en option. Son arrivée devrait être officialisée donc ce vendredi. En attendant donc le communiqué du club et en mercato toujours, accord contractuel trouvé entre Ismaïla Sarr et Galatasaray. Toujours les attaquants sénégalais. Galatasaray a trouvé donc un accord contractuel avec l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, le natif de Saint-Louis, qui souhaite rejoindre le club turc et jouer la Ligue des Champions la saison à venir. Après une première offre rejetée par son club actuel, Crystal Palace, Galatasaray s'apprête à revenir à la charge avec une offre conséquente sur une base de 4 ans. Après un premier refus donc de Crystal Palace, Galatasaray va revenir à la charge avec une offre plus importante. C'est ce qu'a écrit le journaliste spécialiste sportif Nabil Djelit sur son compte X. Ismaïla Sarr pourrait donc retrouver son coéquipier du Sénégal, Ismail Jakobs, qui est déjà donc à Galatasaray, et un troisième Sénégalais peut également rejoindre leur club. Il s'agit donc de Pape Makhtar Sarr, le milieu de terrain, a déjà donné son accord au club turc Galatasaray sur les conditions personnelles d'un contrat d'environ 3 ans. Le club turc doit désormais trouver un accord avec le jeune Sénégalais. Nicolas Jackson, lui aussi, dans le cadre du Mercato, pourrait faire un grand retour en Espagne où il a quitté son club Villarreal avant de rejoindre l'équipe de Chelsea. L'Atlético Madrid, qui souhaite se renforcer en attaque, fonce sur l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, qui n'est visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso à Chelsea. Info à suivre. Et pour finir, avec le championnat d'Afrique des femmes de la KVB 2026, volleyball indoor en dames, le Sénégal est arrivé donc à Nairobi où va se tenir donc ce championnat. Le Sénégal a tenu sa première séance d'entraînement hier d'ailleurs à l'arène de Kasarani. Le championnat d'Afrique dames débute donc à partir de ce 23 août jusqu'au 5 septembre à l'arène de Kassanari et au complexe Ulunzi au niveau donc de Nairobi. C'est la fin de cette page sportive. À toi, Blingay. Merci beaucoup, Alamine Senghor. Et puis, c'est la fin également de la première partie de cette édition. La seconde partie, je serai en compagnie d'Elhadji Mansour Diop, d'Alamine Senghor. C'est pour commenter les unes des quotidiens de ce matin. Restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout de suite. Solo Media Group, la radio pour vous, par vous.